L'actualité politique de Guillaume Durand sur Radio Classique et Paris Première. Donc reprenons l'ensemble des conversations que nous allons avoir ce matin. Bien évidemment, on va parler des propositions à caractère économique. Il s'agit de finances, de dépenses publiques et de fiscalité. C'est le travail de ce matin des Républicains. Nous allons parler de la situation des attentats. Il y a une grande inquiétude des Français de terrorisme et de gestion de la sécurité en France. Nous parlerons, Guillaume Tabar vient de l'évoquer, de la situation politique et peut-être aussi, et évidemment, de votre livre, La France pour la vie, publié aux éditions Plomb, et peut-être d'autres sujets et de surprises. Le fait que François Hollande aille à la télévision, donc, dans une quinzaine de jours, est-ce que vous pensez que c'est pour défendre la situation économique de la France telle qu'il la gère et donc d'invalider sa candidature? Vous savez, ça fait plusieurs mois, plusieurs années que le président de la République, François Hollande, va à la télévision. Qu'est-ce qu'il en reste? Rien. Qu'est-ce que nous avons à en attendre? Rien. Vous savez ce qu'il va dire à l'avance, vous pouvez le deviner. Il va dire finalement le déficit est en train de s'améliorer, que la croissance va passer à 1,5% et que donc un retournement est possible et que donc sa candidature est possible. Écoutez, ça fait 4 ans qu'il nous explique que ça va mieux. Les chiffres disent quoi? S'agissant du déficit à 3,5, s'il s'est amélioré, c'est exclusivement parce que le déficit des collectivités locales s'est arrêté. 4,6 milliards de déficit qui est passé à 700 millions d'excédent. S'agissant de l'État, le déficit s'est augmenté. La croissance, cela fait 4 ans que nous avons, nous, en France, des performances de croissance inférieures à la moyenne de la zone euro. Quant au chômage, le chômage n'a jamais été si bas dans la zone euro et jamais été si haut depuis 1997 en France. Vous savez Dire cela, ce n'est pas polémiquer, c'est tenir compte des chiffres. Vous savez qu'ils vous ont pilonné pendant des mois, justement à partir de la campagne qui a abouti à l'élection de 2012, sur le déficit, sur le chômage. Monsieur Durand, bien sûr, ça a beaucoup compté d'ailleurs les mensonges de François Hollande dans la campagne électorale, dans le fait que l'électorat aujourd'hui est si désorienté. Rappelez-vous cependant qu'entre 2008 et 2010, à l'époque de mon quinquennat, le monde a connu une crise comme jamais il ne l'avait connue depuis 1929. La différence entre l'époque où j'étais président et celle de monsieur Hollande, c'est qu'à mon époque, c'est la crise du monde qui pénalisait la France. Aujourd'hui, c'est la crise de la France qui pénalise l'Europe. Et justement, on va parler juste des 100 milliards et des 25 milliards, le choc fiscal, les 100 milliards, les économies. Dans le livre, je me souviens que page, je crois, 79, si j'ai bonne mémoire, à 8h17 du matin, vous parlez d'un coup de téléphone que vous avez reçu à 3h30 du matin de Xavier Muscat qui vous dit, Monsieur le Président, on a jusqu'à 7h du matin pour racheter l'intégralité de Dexia avant l'ouverture des marchés asiatiques. Donc dans ce contexte, on a encore vu ce qui s'est passé en Chine il y a quelques semaines, qui est ultra mouvant. Est-ce qu'on peut promettre à l'avance 100 milliards et 25 milliards sans savoir ce qui va se passer en juin ou en juillet 2017? Si vous le permettez, les 100 milliards et les 25 milliards ne sont pas de même nature. Tout à fait. Mais la conjoncture, c'est la même. S'agissant d'abord des 100 milliards, je voudrais proposer un contrat de redressement à la France avec quelque chose qui ne s'est jamais fait. Déposer sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur le bureau du Sénat, en même temps, au mois de juillet 2017, un projet de loi portant suppression de 100 milliards de dépenses publiques sur la durée du quinquennat. Le chiffre est énorme, vous le savez. Non, je vais essayer de l'argumenter. Ouais. Pourquoi? C'est pas une question idéologique. La dépense publique pèse dans la richesse nationale pour 57,5%. Nous n'avons pas le choix. Ce n'est pas une alternative. C'est pas une question de gauche ou de droite. C'est pas une question de libéralisme ou de socialisme. C'est une question de bon sens. Moi, je vous ai parlé du contexte. On va y revenir. Non, mais... Quel que soit le contexte. Quel que soit le contexte, monsieur Durand, la France dépense trop. Pourquoi elle dépense? Parce que le monde est ouvert. Nos entreprises et toute politique économique ne doit avoir qu'une seule préoccupation, mettre l'entreprise au cœur de cette stratégie. Nos entreprises sont en concurrence avec les autres. Je ne parle pas des Chinois et des Indiens. Je parle déjà des entreprises européennes. Si les dépenses publiques sont plus lourdes qu'ailleurs, vos entreprises ne peuvent pas attraper la croissance dont elles ont besoin pour créer des emplois. Et nous resterons avec cette bombe atomique française de 6 millions de Qui chômeurs. touche essentiellement les PME, parce que les grandes entreprises, elles vivent avec les marchés à l'étranger. Les grandes entreprises aussi, parce que malgré tout, vous savez, quand j'ai une certaine expérience, quand la crise a frappé, avant 2008, les grandes entreprises disaient on est des entreprises mondes, on n'a plus de nationalité. Et quand la crise a frappé, toutes ont su à quelle porte frapper, elles ont retrouvé vite leur pays. Donc,
réduire les dépenses de 100 milliards d'euros. Cela veut dire notamment diminuer de 300 000 le nombre de fonctionnaires de l'État, des collectivités territoriales. Ça veut dire également augmenter la durée de travail dans la fonction publique. Je répondrai à vos questions. Enfin, sur l'autre texte, les 25 milliards de baisse d'impôts, c'est absolument indispensable, car l'Europe a fait de nous un continent ouvert. Si les entreprises payent plus d'impôts en France qu'ailleurs, pourquoi voulez-vous qu'elles gagnent des parts de marché? Si elles ne gagnent pas des parts de marché, elles ne créeront pas d'emplois. Et pour les particuliers, c'est la même chose. Si il y a des impôts qui existent en France, qui n'existent nulle part ailleurs en Europe, pourquoi voulez-vous? C'est le cas de l'ISF. C'est pourquoi je propose, dès juillet 2017, de diminuer de 10% l'impôt sur le revenu, dès juillet 2017, de supprimer toutes les charges au niveau du SMIC et d'exonérer de charges jusqu'à un SMIC 6, progressivement, et de supprimer l'ISF. Pas pour faire un cadeau à qui que ce soit, parce que si nous sommes le seul pays où existe l'ISF, les capitaux dont nous avons besoin pour développer l'économie française s'enfuiront. Dans le livre, vous expliquez que vous ne l'avez pas fait. Alors, dans le livre, j'explique tout un tas de choses qu'on a réussi. C'est la grande question aussi qui vous est reprochée. J'ai fait une erreur. Je n'avais pas promis en 2007 la suppression de l'ISF. J'avais promis le bouclier fiscal à 50%. J'avais cru que c'était bien d'expliquer que quand on payait 50% d'impôts sur ce qu'on gagnait, on avait déjà largement fait son devoir. Et j'avais intégré l'ISF dans le bouclier fiscal. La vérité, c'est que ce ne fut pas une bonne idée, puisque j'ai eu tous les ennuis politiques de la suppression de l'ISF, puisqu'il était dans le bouclier fiscal, et pas tous les avantages économiques. Donc c'est beaucoup plus simple, me semble-t-il. J'essaye de tirer l'expérience de ce que nous avons raté et de ce que nous avons réussi pour proposer. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'autre choix. Je vous écoute, nous ne pouvons pas garder l'ISF. Mais je voudrais être précis sur un certain nombre de détails que vous allez préciser. Pour l'ISF, c'est tout de suite ou c'est étagé? Monsieur Durand, la crédibilité de la parole publique est tellement en cause, la parole des médias, la parole des politiques, la parole des responsables, que tout ce qui n'est pas fait tout de suite, c'est pas la peine de l'annoncer. Donc, je me répète, c'est juillet 2017, baisse de 10% de l'IRPP, suppression des charges niveau du SMIC jusqu'à 1,6 progressivement, et suppression de l'ISF. Mais sur les 10%, j'ajoute un dernier point, si vous me le permettez. Il faudra également faire voter, dès 2017, avec application 2 ans plus tard, un allègement de la fiscalité sur les revenus de l'épargne, parce que nous avons une fiscalité qui est aux alentours de 45% sur les revenus d'épargne, ce qui est absolument intolérable pour l'épargne française. C'est sur les réseaux sociaux ce matin, sur LinkedIn, donc, qui est un réseau social, vous intervenez pour la première fois. La grande question aussi... ça n'existait pas avant, donc, pardon. Non, mais la grande question qui se pose pour tous les gens qui nous écoutent et qui font partie des classes moyennes par rapport justement à cet impôt, c'est la question c'est une moyenne 10% ou c'est tout le monde 10%? Non, on applique sur toutes les tranches 10%. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'économies qui peuvent prospérer sur la désespérance des classes moyennes. J'ajoute pour les classes moyennes et les familles qu'il faudra absolument revenir à la défiscalisation des charges sur les emplois familiaux. C'est quand même invraisemblable. Il y a chaque année 250 000 personnes qui ont Alzheimer. Toutes les femmes travaillent. Elles ont des enfants. C'est la première fois depuis 12 ans que le nombre d'emplois familiaux diminue. Donc il faut. Pourquoi? Parce que le gouvernement a cassé le processus fiscal de défiscalisation. Donc je souhaite qu'on défiscalise complètement les charges sur les emplois familiaux. Quand on a 6 millions de chômeurs, il faut que les PME, il faut que les familles puissent créer des emplois. Tout à l'heure, vous évoquiez évidemment l'argument de la crise. Il y a beaucoup de gens qui ont remarqué, qui vous l'ont dit d'ailleurs, donc vous le savez, que quand vous avez été élu, il s'est écoulé, si la mémoire est bonne, 15 mois entre votre élection, justement, et le déclenchement de la crise de Lehman Brothers, etc. Donc, au fond, pourquoi ne pas avoir fait tout ça dans ces 15 mois pourquoi ne pas avoir récupéré des marges d'entrée? C'est très juste, monsieur Durand. Je vous rappelle que le projet de loi TEPA, le fameux projet de loi TEPA, qui avait été défendu par Christine Lagarde, rappelez-vous, en juillet 2017, qui prévoyait la défiscalisation des intérêts des emprunts quand on achète un appartement, ce qui fut, me semble-t-il, ce qui n'a pas servi à grand-chose et qui était sans doute une erreur, qui prévoyait également le bouclier fiscal. Nous l'avons fait tout de suite. Mais rappelez-vous, début 2008, combien la France avait-elle de chômeurs? Moins de 2 millions.
La dernière année de mon quinquennat complète, 2011, quel était le taux de croissance de la France? 2,1. Monsieur Hollande est au pouvoir depuis 4 ans. Jamais la croissance n'a été supérieure à 1,2. Toujours elle a été inférieure à la moyenne européenne. Il continue à faire européenne. le procès du déficit, il continue à vous faire le procès du Non, mais- chômage, non, mais- et il continue à faire le procès de ne pas avoir fait. Je vous donne un exemple, par exemple, Madame Parizeau, l'ancienne patronne du MEDEF, disait récemment dans les médias, justement, puisqu'on va parler de la loi El Khomri et de la modification donc du Code du travail, elle disait, moi j'ai obtenu un accord avec les syndicats, donc syndicat MEDEF en 2008, c'est Nicolas Sarkozy qui n'en a pas voulu. C'est vrai ou c'est faux? Je n'ai pas le sentiment que Madame Parizeau ait obtenu quelque accord que cela soit avec qui que cela soit. La seule chose qui reste, les scores que nous avons avec Monsieur Fillon fait la réforme des retraites de 2010. J'ai passé les retraites de 60 à 62 ans, qui permettent aujourd'hui au régime d'assurance vieillesse d'être à l'équilibre. La pente, 4 mois de cotisation de plus par année, c'est la pente la plus sévère d'Europe. Si aujourd'hui notre régime n'est pas en faillite, Il fallait pas aller c'est parce jusqu'à que j'ai 65 obtenu ans. ça. Monsieur Durand, Il fallait pas aller plus vite, c'est 22 une... milliards de recettes par an de plus pour l'assurance vieillesse. Alors je propose pour la suite, passer à 63 ans en 2020, passer à 64 ans en 2025. Sur cette pente-là, on assure l'équilibre du régime, le régime est équilibré, les retraites sont financées. Mais quand on a fait la réforme des retraites en 2010, pas un syndicat n'a signé avec nous. C'est d'ailleurs le problème qui m'amène à dire qu'il faut refonder complètement la démocratie sociale en supprimant le monopole de présentation Si jamais des centrales s'il y a une syndicales au premier alternance- tour. S'il y a une alternance en 2017, vous allez retrouver les mêmes syndicats. Vous allez retrouver en gros les mêmes problèmes. Vous savez qu'une grande partie de l'électorat de droite, en tout cas ceux qui nous écoutent ce matin, considèrent que Jacques Chirac, puis vous, puis François Hollande, le problème c'est la peur de la rue, la peur des syndicats. Il y a des tas de choses que je n'ai pas réussi, Monsieur Durand, j'en suis certain. Pouvez-vous me citer un seul exemple, un seul, où en 5 ans j'ai reculé devant la rue et devant les syndicats? J'avais promis la réforme des retraites, nous l'avons fait. J'avais promis l'autonomie des universités. 1 an et demi de blocage des universités, nous n'avons pas reculé. J'avais promis la suppression des droits de succession. Nous l'avons fait. J'avais promis avec Xavier Bertrand le service minimum dans les transports en commun. Nous l'avons fait. J'avais promis la réforme des régimes spéciaux de retraite. Nous l'avons fait. Je vous précise d'ailleurs qu'il me semble qu'il faut aller plus loin maintenant, supprimer les régimes spéciaux de retraite et aligner les conditions de retraite du public avec ceux du privé, c'est-à-dire que dès juillet 2017, le calcul des retraites dans le public ne se fera pas sur les 6 derniers mois, le montant, mais sur les 25 années, comme dans le privé. L'égalité, c'est l'égalité. Les chiffres sont hyper importants, c'est pour ça que nous prenons notre temps pour les développer ce matin. Mais la documentation des 100 milliards, comment fait-on? Parce que il y a le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2. Il y a beaucoup de pistes que vous avez données dans un entretien aux Échos il y a plusieurs semaines, notamment de vendre des parts de l'État dans les grandes entreprises, type éventuellement Renault, Air France, La Poste, etc., etc. Au fond, ils sont où les 100 milliards qu'on va économiser? Alors, premièrement, 300 000 postes de fonctionnaires supprimés, ça doit faire en cumulé à peu près 7 milliards. Deuxièmement, passer la retraite à 63 ans, puis à 64 ans, l'âge de départ à la retraite. Troisièmement, sur l'assurance maladie, passer le remboursement en moyenne de 76% aujourd'hui à 72%, c'est 2 milliards le point de remboursement. Allonger la durée de travail dans la fonction publique, il faut dire les choses qu'elles sont. D'abord mettre tous les fonctionnaires à 35 heures. Aujourd'hui, dans les collectivités territoriales, il y a beaucoup de services qui sont à 28 heures ou à 32 heures. Je propose qu'on supprime tous les accords de réduction du temps de travail dans la fonction publique qui ont été acceptés à l'époque de Lionel Jospin au début des années 2000. Et je propose que pour l'État, on passe à 37 heures, payé 37. J'ajoute un dernier point. Le déficit de l'assurance chômage sera en 2018 de 35 milliards d'euros, c'est-à-dire une année de déficit. Qu'est-ce qui arbitre ça? C'est la campagne électorale? Non, je propose d'une façon très les simple. ordonnances, C'est ça... l'État qui reprend la gestion des ACDIC et revenir à la dégressivité. Sans dégressivité, il n'y aura pas d'incitation à reprendre un travail. Je propose une première dégressivité de 20% au bout de 1 an
d'allocation chômage et une deuxième de 20% au bout de 18 mois. Il y a une question de méthode qui vous est posée souvent et on en terminera sur les questions économiques puisque tout ça est aussi sur ce réseau social. Donc vous apparaissez ce matin, c'est celle qui est évoquée par Jean-François Copé. C'est-à-dire qu'il dit au fond, étant donné le paysage syndical en France et étant donné les problèmes de navette à l'Assemblée nationale, si on passe pas par les ordonnances, tout ça ne se fera jamais. Enfin, l'essentiel du programme que la droite veut mettre en avant, celui des Républicains, mais les autres, c'est-à-dire ceux de François Fillon et d'Alain Juppé, on n'y arrivera jamais. Est-ce qu'il faut tout faire avec ordonnance? Ce n'est pas mon avis. La dernière fois qu'un gouvernement a utilisé les ordonnances, c'était en 1995. À l'époque, Jacques Chirac et Alain Juppé. Ça a terminé par le retrait du texte en décembre. Parce que ce qu'on oublie de dire, c'est que les ordonnances vous autorisent à agir en juillet, mais il faut les faire ratifier en décembre. Donc c'est pas la bonne méthode. Donc Copé a tort. Pas la bonne. Non, je ne dis pas, il a le droit de défendre ses idées, pas la question. Et je n'ai pas la vérité révélée. Je vous dis simplement que l'expérience montre que le dernier geste d'ordonnance, ça a été, au fond, de retirer le texte, en 1995. J'ajoute qu'avec l'inversion du calendrier, on a maintenant les législatives qui suivent les présidentielles. C'est assez difficile pour un président de la République qui vient d'être élu d'expliquer aux Français, de leur demander une majorité. Et la première décision consisterait pour le gouvernement qui a demandé une majorité, pour le président qui a demandé une majorité, de retirer le pouvoir à cette majorité par les ordonnances. Je pense en revanche qu'il faut complètement changer et refonder la démocratie sociale, tourner la page de monopole de présentation au premier tour des élections pour les grandes centrales syndicales. Dès l'été 2017, tout le monde pourra se présenter aux élections dans l'entreprise. Deuxièmement, arrêter de bloquer le dialogue social par les seules centrales en interdisant la nomination d'un délégué syndical qui devra être élu. Et par ailleurs, on va passer d'une démocratie sociale de confrontation comme elle est aujourd'hui à une démocratie sociale de concertation en permettant le référendum de l'entreprise où les salariés voteront notamment sur la durée du temps de travail. Les entreprises qui voudront rester aux 35 heures resteront aux 35 heures. Celles qui voudront s'en exonérer pourront s'en exonérer par un seul vote des salariés. Il est 8h31 sur l'antenne de Radio Classique et de Paris Première. Nous sommes en direct avec Nicolas Sarkozy. Nous allons parler du programme économique, mais évidemment aussi de la situation de la sécurité dans le pays et évidemment des primaires, de sa situation personnelle par rapport donc à cet événement qui aura lieu entre le 21 septembre prochain et la fin du mois de novembre, exactement le 20 novembre. C'est dans un instant.